À remercier Monsieur Gabriel Amar de nous avoir permis de nous exprimer aujourd'hui devant vous sur un sujet qui prend de plus en plus d'importance. Avant de commencer, donc je voulais présenter rapidement le collectif citoyen Osons l'Océan, dont Fabien, Louis et moi-même sont les représentants aujourd'hui. Donc le 12 mai 2022, un reportage d'envoyé spécial faisait état d'une pollution au perfluoré ou PFAS dans le sud lyonnais, en aval de la vallée de la Chimie à Lyon, où il y a des analyses d'air, d'eau, de sol et dans le lait maternel qui ont montré des taux inquiétants de PFAS. Durant les semaines qui ont suivi, nous avons été plusieurs parents à discuter de ce sujet devant les écoles, au centre du village de Communet où j'habite. Et en effet, suite à ces révélations, nous avons d'abord été inquiets par ces révélations, puis nous avons cherché à comprendre un peu l'impact sanitaire de celles-ci pour notre santé et surtout pour celle de nos enfants. À partir des éléments livrés par envoyé spécial et par les autorités, nous avons engagé un gros travail de documentation scientifique, nous permettant de mieux appréhender ce sujet complexe. Début 2023, voyant que nos élus locaux restaient sourds à nos demandes d'investigation, nous avons décidé d'organiser notre propre campagne de prélèvement d'eau sur le territoire de nos communes. Parallèlement à cela, dans le but d'informer les habitants du village sur ce que nous avions appris et compris de la situation, nous avons programmé une réunion publique. Le 30 mars dernier, plus de 280 personnes ont participé à cette réunion publique, avec un grand nombre de personnes qui n'ont pas pu rentrer faute de place. Aujourd'hui, le collectif Osons l'Océan compte plus de 200 sympathisants issus des villages du pays de l'Ozon et dont l'objectif est d'apporter de l'information et des connaissances sur cette pollution au perfluoré qui touche nos communes, d'interpeller les pouvoirs publics pour que des mesures soient prises et de proposer des actions concrètes comme des prélèvements d'eau ou d'œufs afin d'évaluer l'ampleur de la contamination sur le territoire. Donc je vais laisser la parole à Louis qui va vous expliquer un petit peu tout ce qu'on a compris de la situation. Merci. Merci. Je vais aller très vite aussi sur ce que c'est qu'un PFAS. Je pense que c'est quand même important de comprendre. Alors ça, vous avez déjà dû lire un certain nombre d'informations sur le sujet. Mais PFAS, ça veut dire Poly and Perfluoroalkylated Substances, c'est un acronyme anglais. C'est plus de 4700 molécules. Alors en fonction des chiffres, c'est entre 4700 et 10 000. Hein. Ça, c'est très variable. En tout cas, beaucoup de molécules commercialisées depuis les années 50. Ils ont trouvé des applications dans tout un tas de produits du quotidien. Ça c'est pareil, je ne vais pas trop développer, hein, c'est des choses que vous retrouverez assez facilement sur internet. Mais il faut savoir quand même que, en tout cas dans les cas référencés de pollution environnementale liée à ces produits, il y a quand même deux sources prédominantes que sont tous les sites d'entraînement à l'extinction de feux liquides, donc de feux d'hydrocarbures. Hein, on en met en fait dans les mousses anti-incendie, c'est les composants majoritaires des mousses anti-incendie, et c'est également les usines de fabrication ou d'utilisation de molécules fluorées, et notamment les usines qui fabriquent des polymères fluorés, comme c'est le cas à Pierre-Bénite. Alors dans cette présentation, vous allez voir un certain nombre d'acronymes, PFOA, PFOS, PFNA, PFHXA. C'est un peu barbare, mais ça, il faut juste comprendre que le PF, ça signifie perfluoro, et que le reste de l'acronyme, c'est une molécule en particulier. J'essaierai de toute façon de vous expliquer ça de façon didactique. Alors, le problème des PFAS, c'est pas un problème qui date d'hier. Ça, on semble découvrir le problème en France, mais en réalité, dès les années 2000, et c'est la première affaire vraiment qui a porté le sujet des PFAS sur la scène internationale, il y a eu le scandale qu'on appelle le scandale Dupont de Nemours. Le scandale Dupont de Nemours, c'est à Parkersburg, donc aux États-Unis. C'est une petite ville de Virginie occidentale où, durant des décennies, Dupont de Nemours va rejeter de façon massive des quantités de PFOA dans l'environnement. Ces quantités de PFOA vont polluer ensuite les sols et toutes les nappes phréatiques des communes environnantes. C'est une affaire qui va faire beaucoup de bruit, qui sera à l'origine du film sorti en 2019 qui s'appelle Darkwater, que je vous recommande de visionner, qui est vraiment très bien documenté. Et c'est la première fois qu'un lien prouvé entre une exposition à un perfluoré, en l'occurrence le PFOA, et des maladies sérieuses dont de nombreux cancers a été mis au point, au travers d'une étude épidémiologique qui a été réalisée dans la région sur près de 69 000 personnes. Alors ensuite, on a d'autres affaires qui ont éclaté, là je vais parler pour l'Europe.
Je ne sais pas si vous entendez, il y a une sorte de drôle de bruit. Oui, c'est trop Non, c'est bien. Ah bon, ok. Donc, il y a l'affaire Miteni en Italie notamment, l'affaire Dupont de Nemours à Dordrecht en Hollande, il y a l'affaire Zwijndrecht plus récemment en Belgique. Alors là, je vous ai sorti la Rolls-Royce des affaires de PFAS, mais il y en a bien d'autres. Il y a notamment en Allemagne des champs qui ont été contaminés par l'épandage de boue d'épuration, enfin de boue d'usines de papier. Mais là, vous avez en tout cas, parmi les affaires les plus catastrophiques qui ont eu lieu en Europe, l'affaire de Miteni est particulièrement préoccupante parce qu'il s'agit de la contamination de la deuxième plus grande nappe phréatique d'Europe, qui fait 750 km² et qui est polluée à jamais au PFOA, de façon très importante. Alors en France, on découvre le problème un peu plus tardivement. À partir de 2009, la Direction Générale de la Santé va mandater l'ANSES pour réaliser une étude qui vise à étudier l'occurrence des PFAS dans les eaux de consommation courantes en France. Qu'est-ce qui va ressortir de cette étude? Qu'il y a des hotspots, pas beaucoup, mais il y a certains hotspots, et notamment celui de Lyon, où déjà on va trouver dans le champ captant de Ternay, qui est le champ qui alimente en eau potable toute une zone du sud de Lyon à laquelle on appartient, on a déjà dans ce champ captant des taux de PFAS qui sont inquiétants, autour de 180 nanogrammes par litre. Alors, ce rapport, il va dormir un petit peu dans les placards quelques années, et puis Santé publique France, à partir de 2014, voyant que les PFAS sont de plus en plus présents dans l'environnement, va demander va commanditer une étude d'imprégnation de la population française au PFAS. Et qu'est-ce qu'ils vont trouver dans cette étude? Elle est particulièrement intéressante à lire. Mais ce qu'ils vont trouver, c'est que 100% des personnes sont contaminées au PFOA et au PFOS. L'intégralité des gens. Donc c'était une étude qui portait à peu près sur 1000 personnes. Ce qui fait que sans trop m'avancer, je peux vous dire que tous ici, nous avons des PFAS dans notre organisme. L'ANSES, toujours, suite à l'étude de 2009, donc à l'étude sur la contamination des eaux potables, va demander, la DGS, la Direction Générale de la Santé, va demander à l'ANSES de réaliser ce qu'on appelle des valeurs toxicologiques de référence. Ces valeurs toxicologiques de référence, c'est pour évaluer par rapport aux molécules qui avaient été trouvées de façon principale dans les eaux potables, quelle peut être la dangerosité de ces molécules et quels sont leurs profils toxicologiques. Et en fait, il va falloir attendre 2020 pour qu'une première enquête journalistique commence à révéler le scandale des PFAS sur notre territoire. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont déterrer le rapport de l'ANSES de 2009 et ils vont trouver que dans ce rapport, on évoquait déjà deux sites, qui étaient le site de Pierre-Bénite et le site de Villiers-Saint-Paul, qui étaient les deux hotspots identifiés dans la contamination au PFAS. Alors, les PFAS, on dit que c'est des polluants éternels, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors je ne vais pas vous faire un cours de chimie, mais je vais essayer de vous expliquer, que vous puissiez comprendre réellement de quoi on parle quand on parle des PFAS. Ici, c'est ce qu'on appelle l'acide octanoïque. Octa, ça veut dire 8. En fait, vous avez 8 atomes de carbone, et sur tous ces atomes de carbone, vous avez des atomes d'hydrogène. Qu'est-ce que c'est qu'un PFAS? Un perfluoré, en tout cas. Vous enlevez tous les atomes d'hydrogène et vous les remplacez par des fluors. Et là, on a l'acide perfluorooctanoïque. Vous voyez, c'est le même nom, on rajoute juste perfluoro, puisqu'on a remplacé tous les atomes d'hydrogène par des atomes de fluor. Ça, c'est la molécule, le fameux C8, dans le scandale de Parksburg, donc du film Darkwater. C'est aussi un des pires poisons environnementaux que l'homme ait créé. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en fait, la liaison carbone-fluor va amener et va apporter à ces molécules une très grande stabilité chimique et une très grande stabilité de façon générale également à la dégradation enzymatique. Pourquoi? Parce que la liaison carbone-fluor, ça c'est de la chimie, c'est la liaison la plus forte, la liaison simple la plus forte de la chimie organique, et donc autant on sait bien la faire, autant on ne sait plus la défaire. Et la chimie du vivant ne sait pas le faire non plus, parce qu'en fait ce sont des molécules auxquelles le vivant n'a jamais été exposé. Donc quelle est la conséquence de ça? Et c'est pour ça que c'est des molécules qu'on dit persistantes et qu'on dit que c'est des molécules éternelles. À partir du moment où vous les rejetez dans l'environnement, elles ne vont pas être dégradées et elles vont s'accumuler dans les différentes matrices. Alors la deuxième caractéristique de ces molécules, c'est ce qu'on appelle la bioaccumulation. La bioaccumulation, c'est deux choses. C'est d'abord la bioconcentration. En fait, c'est des molécules que notre organisme élimine très mal. Ça veut dire que une fois que vous les ingérez, elles vont avoir tendance à se stocker dans votre organisme. Et donc la bioconcentration, c'est le fait que vous ingérez plus que ce que vous êtes capable de relarguer. Et donc vous avez une accumulation qui se fait dans les organes. Alors, les PFAS, ils ont une particularité par rapport à un certain nombre d'autres polluants comme les PCB, tout un tas d'autres molécules chimiques dont on sait qu'ils vont plutôt aller se fixer dans les tissus adipeux parce qu'ils ont une appétence particulière pour les graisses. Les PFAS, c'est pas du tout ça. Eux, ils
ils vont avoir des affinités avec les protéines, et notamment les protéines plasmatiques, donc les protéines du sang, et donc on va les retrouver de façon générale dans tous les organes fortement vascularisés. La deuxième chose avec la bioaccumulation, c'est la bioamplification, c'est le fait qu'au travers de la chaîne alimentaire, plus vous êtes loin dans la chaîne alimentaire, plus vous allez être contaminé par les espèces qui vous ont précédé. Alors, comment est-ce qu'on mesure, je suis désolé, là, mais je pense que c'est important de vous l'expliquer, comment est-ce qu'on mesure la bioaccumulation? C'est ce qu'on appelle le temps de demi-vie. Le temps de demi-vie, vous voyez, il y a un graphe ici. Si aujourd'hui, vous absorbez 100 nanogrammes de PFAS parce que c'est dans l'eau du robinet, dans 3 ans, vous en aurez encore 50%. Vous voyez, ça veut dire qu'en fait, et ça montre bien, ça c'est les 3 ans, c'est pour le PFOA, la molécule dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça prouve bien que c'est des molécules, une fois qu'elles sont ingérées, elles s'éliminent très mal et donc elles vont se stocker. Alors, comment est-ce que ça se représente ici? Ça, c'est l'étude Esteban, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a été publiée il y a quelques années, et qui montrait effectivement déjà que toute la population française est exposée au PFAS. Et qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez bien ici qu'en fonction de l'âge, plus l'âge augmente, plus la concentration augmente. Ça, c'est typique d'un produit qui est bioaccumulable, à exposition constante. Plus vous vieillissez, plus vous en accumulez, donc plus on va en retrouver dans votre sang. Les effets sur la santé, alors c'est vrai que ils sont connus et ils sont très documentés pour un certain nombre de perfluorés, mais finalement un nombre relativement minoritaire. J'ai représenté ici ceux qui avaient été déterminés dans le cadre de l'étude épidémiologique de Parksburg pour le PFOA. Et je ne vais pas trop rentrer dans le détail, hein, mais il y a un effet sanitaire qui attire l'attention de la communauté scientifique de façon... Ouais. Ah oui, merci. C'est déjà plus agréable. De façon importante, c'est... il faut parler un peu plus loin. Ah ouais. C'est la réponse réduite au vaccin. Alors ça, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le caractère immunotoxique de certaines de ces molécules, dont le PFOA. La diminution de la réponse vaccinale, j'aurai l'occasion de vous en reparler un petit peu après, c'est quelque chose qui est particulièrement préoccupant parce que c'est un effet qui est observé à très très faible concentration. Alors, les premières restrictions de ces molécules, en fait, ça va mettre un petit peu de temps à arriver suite au scandale du pont de Nemours. On va dire que dans les années 2000, il y a quand même une inquiétude qui est grandissante de la part de la communauté scientifique. Il y avait déjà quelques études qui avaient été réalisées, mais on va dire que le gros des études va commencer à être fait de façon massive à partir de ces années-là. Les industriels avaient connaissance depuis les années 60 de la toxicité de leurs produits. Ils ont évidemment caché tout ça aux autorités sanitaires, notamment du pont de Nemours. Et en 2002, un accord est trouvé entre le gouvernement américain et la société 3M, qui était le principal producteur de PFAS, pour que 3M, afin d'éviter un scandale financier, stoppe sa production mondiale de PFOS. Le PFOS, d'ailleurs, c'est celui qui va être le premier à intégrer la liste des polluants organiques persistants, suivi par la suite en 2020 et 2023 par le PFOA et le PFHXS, donc des molécules d'ancienne génération. Alors en général, quand il y a un vent de réglementation qui souffle, les industriels anticipent un petit peu la réaction. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont substitué les produits qu'on appelle d'ancienne génération par des produits de nouvelle génération. Alors, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que les produits d'ancienne génération et les produits de nouvelle génération. En fait, c'est ce qu'on appelle les chaînes longues. C'est les produits d'ancienne génération. Vous voyez ici, j'ai mis le C8 en haut, là à gauche. Le C8, donc c'est la molécule du pont de Nemours, mais il y en avait d'autres. En fait, c'est une question de longueur de chaîne, bien souvent. Donc, plus la chaîne est longue, plus elle est toxique et plus le produit est bioaccumulable. Ça, c'est une certaine généralité. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont remplacer ces chaînes longues par ce qu'on appelle des produits de nouvelle génération, des chaînes courtes, ou alors des produits plus complexes, mais dont la dégradation produit des chaînes courtes. Donc, ces molécules-là, effectivement, ont un profil toxicologique qui est moindre que les chaînes longues, sur la base de ce qu'on sait de la littérature scientifique, et qui sont moins bioaccumulables. Par contre, et ça c'est très important de le noter, elles sont toutes persistantes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous les rejetez dans l'environnement, que ce soit les chaînes longues ou les chaînes courtes, donc les anciennes générations ou les nouvelles générations, elles vont rester à jamais dans l'environnement. Et donc elles vont s'accumuler dans les différentes matrices. Là c'est juste pour vous expliquer de façon très schématique aussi cette substitution entre les anciennes générations et les nouvelles générations. Ici vous avez le PFOS, donc qui est un des pires composés qui a été utilisé à partir de l'après-guerre et jusqu'au début des années 2000 avant son interdiction par les industriels. Ce PFOS, en fait, quand on a cherché à le remplacer par des molécules de nouvelle génération, qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé
4 fluors et on les a remplacés ici par 4 hydrogènes. Vous voyez, donc c'est la même molécule, sauf qu'on enlève des fluors et on les remplace par des hydrogènes. Et qu'est-ce que ça amène ici? Et ça, par contre, c'est une molécule qui va pouvoir être dégradée. Mais elle va pouvoir être dégradée uniquement sur cette base-là. Vous voyez, cette partie reste toujours pareil, inattaquable. C'est vraiment une gaine de protection. Si vous voulez, les atomes de fluor font vraiment une gaine protectrice qui fait que rien ne peut les dégrader. Ici, par contre, les microbes vont pouvoir l'attaquer. Et qu'est-ce qui se passe quand ils les attaquent? On fait une chaîne courte. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, produit de substitution des molécules d'ancienne génération, on les dégrade, on refait des chaînes courtes, donc des molécules de nouvelle génération. Et ça, c'est vraiment très important de le comprendre parce que quand on parle des plusieurs milliers de molécules de PFAS, c'est beaucoup de ce qu'on appelle des polyfluorés. Ça, c'est un polyfluoré puisqu'il n'est pas entièrement fluoré. Vous voyez qu'il y a des atomes d'hydrogène. Quand c'est perfluoré, c'est entièrement fluoré, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est la distinction qu'il y a entre les deux. Les polyfluorés se dégradent en perfluorés. Vous voyez ? Du point de vue de la réglementation, là aussi, on a une réglementation qui a mis un moment à émerger. Certes, avant 2020, il y avait un certain nombre de normes qui étaient en place déjà dans certains pays, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. En France, évidemment, il n'y avait rien. Mais ces normes portaient principalement sur les deux composés qui avaient été majoritairement synthétisés durant des années, qui étaient le PFOA et le PFOS. Avec l'arrivée des produits de nouvelle génération, la réglementation a commencé à intégrer des nouvelles molécules dans leurs normes de qualité parce que ils ont vu que les composés d'ancienne génération avaient tendance à diminuer en concentration et les produits de génération avaient tendance à augmenter. Vous voyez, donc en fait on a contrebalancé des produits qu'on utilisait par le passé par des produits qu'on a utilisés actuellement. En France et en Europe, on a donc deux directives à partir de 2020 et 2022 qui vont sortir sur la directive sur le potable qui fixe une limite de qualité à 100 nanogrammes par litre pour la somme de 20 perfluorés qu'on retrouvait le plus dans les matrices environnementales. Et pour l'alimentation, c'était les 4 PFAS, donc pas 20 mais 4, qui étaient plutôt des molécules d'ancienne génération qui étaient considérées comme étant les plus toxiques. Alors dans la réglementation sur le potable, vous voyez que dans les 20 molécules, vous avez 14 molécules d'ancienne génération et vous avez 6 molécules de nouvelle génération. Alors c'est important de souligner que c'est une norme de qualité, c'est pas du tout une norme toxicologique. Parce qu'en fait, quand vous dites 100 nanogrammes par litre, vous pouvez être à 98 nanogrammes par litre uniquement avec des composés d'ancienne génération, ce sera bien plus préoccupant que si vous êtes à 98 avec des composés de nouvelle génération. Donc c'est une norme de qualité, c'est pas une norme toxicologique. Pour la réglementation pour l'alimentation, en fait, le calcul était assez simple. La Commission européenne a demandé aux États membres d'envoyer plusieurs centaines d'échantillons sur les différentes matrices alimentaires et il leur a demandé d'analyser ces composés et de restituer ces composés pour en déterminer ce qu'on appelle le centile 95. Le centile 95, donc que j'ai nommé ici P95, c'est la valeur pour laquelle 95% des échantillons sont conformes. D'accord ? Ça veut dire que quand vous avez 50 nanogrammes par kilo pour les légumes, ça veut dire que 95% des échantillons qui avaient été prélevés au sein de l'Union européenne, dans des endroits supposés non contaminés, je le précise parce que c'est important, ça veut dire que 95% des échantillons étaient sous cette valeur. Et vous voyez bien ici que quand on passe des légumes aux poissons type anchois, les poissons ont été catégorisés en différentes catégories, on passe de 50 à 40 000, à quasiment 40 000, donc on a quasiment un facteur 1000. Mais sur le pays de Lauson, où nous on a notre eau qui est contaminée, donc l'eau d'irrigation et l'eau potable, on n'a pas d'analyse notamment sur les œufs. Donc on ne sait pas si on peut consommer nos œufs, que ce soit même les œufs produits par les professionnels ou par les particuliers. La préfecture refuse catégoriquement de faire des analyses sur notre territoire, jugeant que les poules et donc les œufs seraient plutôt contaminés par l'air, sachant que on a dit que le principal pollueur en PFAS c'est Arkema. Arkema rejette l'équivalent de 10 grammes de PFAS dans l'air quand il rejette 60 kg dans l'eau. Nous, notre territoire est contaminé par l'eau, mais on veut pas analyser nos œufs. Quand les œufs de Pierre Bénite sont contaminés par l'air, 10 grammes, donc c'est 10 grammes par mois, et eux ils sont contaminés, comme on l'a dit. Donc il y a un grand manque d'information et d'analyse. C'est pour ça que dans les revendications, ce qui est important aussi, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait des analyses à grande échelle sur les produits, et notamment sur le territoire du pays de Lauson, où il n'y a aucune analyse des produits maraîchers qui est
enfin des œufs qui a été faite rouge. Alors maintenant, je vais vous parler de toxicité. Et là, vous allez voir que les données sont bien différentes. En 2008, l'agence européenne, alors juste pour vous expliquer, en général, quand on détermine en toxicologie un effet toxique, en fait, on regarde la chaîne des effets sanitaires possibles pour l'homme, pour les composés. On identifie celui pour lequel l'effet est le plus faible, à plus faible concentration. Par exemple, si vous avez des cancers, si vous avez des problèmes de thyroïde, etc. On va dire, l'effet le plus faible observé, c'est pour cette pathologie, et on considère que cette norme-là est valable pour tous les autres. Donc, quand on parle d'ici d'une recommandation de l'EFSA, c'est pour l'effet le plus faible, qui est la réponse vaccinale aux enfants. Donc, une diminution de la réponse vaccinale aux enfants. C'est pas pour les cas de cancer ou des choses comme ça. Je tiens à clarifier le sujet parce que du coup, sinon on a tendance assez facilement à amalgamer les choses. En 2008, donc l'agence européenne, l'autorité européenne de la sécurité alimentaire avait identifié que la dose tolérable, hebdomadaire tolérable pour le PFOA et le PFOS, qui étaient les deux principales molécules utilisées, était respectivement de 150 et 1500 nanogrammes par kilo de poids corporel et par semaine. Ça veut dire que ici, par exemple pour le PFOS, il ne fallait pas qu'un enfant de plus de 10 kg consomme plus de 1500 nanogrammes par kilo, 1500 nanogrammes par semaine, au travers de son exposition. Je tiens à préciser quand même que l'exposition au PFAS, 90%, c'est la nourriture et l'eau, c'est l'alimentation et l'eau. En 2020, l'EFSA a révisé sa recommandation et l'a baissée de 400 fois, ce qui a surpris beaucoup de monde et en tout cas qui a eu un retentissement très important au niveau des différentes agences, puisqu'ils sont passés de en gros 1650 nanogrammes par kilo de poids corporel et par semaine à 4,4. Alors d'où vient cette explication? En fait, elle se base sur une étude d'un chercheur de Harvard qui s'appelle Philippe Grandjean, qui dès 2011 avait montré qu'à très faible concentration, les PFAS peuvent avoir des propriétés immunotoxiques et donc induire une baisse de la réponse vaccinale chez les enfants. Qu'est-ce qu'ils ont observé? Ils ont observé que plus le taux de PFOA ou de PFOS augmentait, plus la concentration d'anticorps diminuait. Vous voyez, donc le PFOA augmente, la concentration d'anticorps diminue. Certains enfants étaient tellement contaminés qu'on pouvait considérer qu'ils n'étaient plus vaccinés. Donc cette étude, elle a fait évidemment beaucoup de bruit. Elle a été ensuite corroborée et confirmée par un certain nombre d'autres études qui ont été réalisées. Donc, la première étude Grandjean, c'était dans les îles Féroé, parce que c'est des très grands consommateurs de poissons et on sait que le poisson est un des aliments qui les accumule le plus. Donc la conclusion de l'EFSA par rapport et ensuite il y a des études qui ont été faites en Allemagne. La conclusion de l'EFSA par rapport à ces études, c'était que pour être certain de ne pas avoir d'effet sanitaire possible, de baisse de l'immunité chez les enfants, il ne fallait pas qu'un enfant ingère plus de 4,4 nanogrammes par kilo de poids corporel et par semaine dans sa vie. Alors maintenant, je vais une fois que je vous ai cadré un petit peu le sujet, je vais essayer de vous faire part de la situation à Lyon qui nous concerne et de pourquoi est-ce que notre collectif s'est monté. On a deux sources de contamination potentielles, Arkema et Daikin. Ils ont fait des rejets dans le Rhône et dans l'environnement de façon générale. Et en fait, on a deux hotspots. Le premier qui est autour de Pierre-Bénite, au sud de Lyon, ici, vous voyez. Et en fait, ici, on a une pollution des sols qui est caractérisée probablement, en tout cas c'est l'hypothèse aujourd'hui, par une pollution de l'air. Vous avez la pollution de l'air, les molécules vont se fixer sur les particules de l'air, les particules vont retomber au sol notamment lors d'événements pluvieux, vous allez polluer les sols, donc les eaux souterraines, et également les sols, donc les eaux de poule. Ici, c'est une petite carte rapide, je ne vais pas trop m'étendre sur la zone en rouge ici qui a déjà été, quand on a montré déjà qu'elle était très contaminée avec des taux particulièrement préoccupants, et une zone élargie aujourd'hui où il est recommandé de ne plus consommer des œufs. Ça, c'est les quantités qu'ils ont retrouvées dans les communes limitrophes de Pierre-Bénite. Vous voyez, par rapport au seuil réglementaire qui est déjà élevé, de 1,7 microgrammes par kilo, on trouve jusqu'à 26 fois ce seuil réglementaire chez les œufs. Donc effectivement, là, il y a un sujet sanitaire extrêmement préoccupant. En rouge ici, sur la totalité des cas de PFAS, vous avez la molécule rejetée par Arkema. Donc on voit qu'à chaque fois, elle est très prédominante dans les analyses qui ont été réalisées. Il y a un deuxième sujet qui aujourd'hui a été très peu creusé par les autorités, qui est notre sujet à nous, qui est le sujet de l'eau. C'est-à-dire que Arkema a pollué cette zone-là vraisemblablement par des rejets dans l'air,
Et cette zone-là par des rejets dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'en fait ici vous avez un champ captant d'eau potable, qui est le champ captant de Ternay, et en fait ce champ captant, il prend sa source, hop, ici. Et vous voyez ici, c'est une représentation de la nappe alluviale, qui est une nappe d'accompagnement du Rhône. En fait, sous les usines, on sait que c'est pollué. Par ailleurs, Arkema rejetait encore jusqu'à récemment de grandes quantités de PFAS dans l'eau directement dans le Rhône. Et ce champ captant-là, ici, à 15 km au sud, était fortement impacté. Il y a un autre champ captant qui alimente l'ouest lyonnais, qui était également impacté par cette pollution. On y retrouve des concentrations de PFAS supérieures aux normes sanitaires. Et vous voyez bien que près d'une centaine de communes sont impactées en zone rouge, zone orange et zone jaune. C'est les différentes concentrations qu'on retrouve dans les aquifères. Chez nous, la zone rouge, donc, c'est autour de 200 nanogrammes par litre. Alors, si on suit la recommandation de l'EFSA, ça veut dire qu'un enfant, la recommandation de l'EFSA pour un enfant de nos communes est de ne pas boire plus d'1 litre d'eau par semaine. Si on prend les œufs de pierre bénite, il ne faut pas qu'un enfant ne mange plus d'1 œuf de pierre bénite tous les 2 mois. L'autre sujet qui a été négligé par les autorités sur lequel nous on essaie de se battre aujourd'hui, c'est l'eau d'irrigation, puisqu'en fait vous avez, en même temps que vous avez un point de captage d'eau potable, vous avez aussi un point de captage d'eau d'irrigation. Ce champ d'irrigation se trouve à 15 km des rejets de l'usine. Pendant des années, Arkema a rejeté ses produits chimiques dans le Rhône. Le Rhône a été capté ici, il a irrigué toute une zone. Pour le moment, nous n'avons aucune idée de la contamination et de l'ampleur de la contamination au PFAS dans cette zone. Et qu'est-ce qu'on a fait? Nous, en tant que collectif, en fait, voyant que les autorités ne bougeaient pas et que nos élus tournaient totalement le dos au sujet, on a mené nos propres investigations. Donc, on a réalisé une vingtaine de prélèvements dans un certain nombre de sites. On les a envoyés au Canada dans un laboratoire qui est spécialisé dans l'analyse des PFAS. Et nous organisons une restitution de ces résultats le 12 juillet sur notre territoire. Et je ne vais peut-être pas trop m'étendre là-dessus, mais juste dire qu'en fait, cette pollution, elle était connue depuis 13 ans. Elle était dans le rapport de l'ANSES. Ici, vous avez les valeurs qu'on avait trouvées en 2009 dans le champ captant d'eau potable de Ternay. L'ARS, à l'époque, répond au journal Libération quand les journalistes lui demandent « Est-ce que vous allez faire une étude épidémiologique sur les zones qui sont contaminées à l'eau potable ?» Nous n'avons aucun élément sur ce sujet, répond l'ARS. Il n'y a pas de captage d'eau potable en prise directe avec le Rhône. Ils sont dans la nappe alluviale. Cette dame a oublié de comprendre que la nappe alluviale est connectée au Rhône et que par ailleurs, elle était elle-même polluée. Sur la question de l'interdiction de la famille des PFAS, sachez qu'on est un certain nombre de groupes parlementaires, notamment dans la NUPES, à être assez avancés sur l'idée qu'il faut arriver à cet objectif. Pour ma part, je vais proposer aux autres un texte d'interdiction. En faisant le distinguo que vous évoquez sur les grandes familles de PFAS, et notamment donc pour se préoccuper de celles qui ont une durée de vie qualifiée d'éternelle. Nous pensons aussi, et peut-être qu'on aura besoin de vous pour nous aider à les identifier, à essayer de retracer à partir des sites, notamment prenons les sites d'Aikin et Arkema dans le Rhône, à quelles applications en fait ce qui est produit là est destiné, de manière à ce que on puisse faire aussi un travail de rapport de force culturel, c'est-à-dire que la population se saisisse de l'enjeu, peut-être qu'on donne des perspectives aux citoyens collectivement et individuellement de porter une parole que je vais qualifier là de boycott, pour en fait que ça soit un moyen d'interpeller publiquement les pouvoirs publics, les marques sur leurs responsabilités, en partant du fait que de toute façon qu'on ait identifié 5, 10, 15, 20 molécules dans une directive à un moment donné, mais qu'on est dans un contexte où on est entre 4700 et 10 000 molécules, ce qu'il y a mieux de faire, c'est d'appliquer ce que vous dites plus haut, c'est-à-dire le principe de précaution, et du coup que la population s'en mêle, de manière à ce que le législateur sente aussi qu'il n'a pas le choix. On est un certain nombre ici à poser la question du dérèglement climatique, de la sécheresse, de la raréfaction de l'eau depuis des décennies, et pour autant il faut qu'il y ait des réalités qui s'imposent à certains pour que ça finisse par, et encore pas assez vite à bouger sur cette question. Donc là c'est un peu pareil, nous on part de l'idée qu'il y a ce qu'on peut faire au niveau de l'Assemblée,
Ce que l'on peut faire en sensibilisant nos collègues du Sénat, et peut-être que nous pourrions envisager une audition comme celle d'aujourd'hui au niveau du Sénat, si vous en étiez d'accord, et puis qu'on arrive à faire examiner et débattre des textes. Là où en fait finalement vos revendications, vos demandes à court terme et moyen terme me rassurent, c'est qu'on peut peut-être faire au nom du principe de précaution finalement, parce que sinon on renvoie ça à des centaines d'années, si on rentre dans la machine à examiner tout au micro-détail, eh bien on peut peut-être faire un texte de loi de protection de la santé face aux polluants éternels, qui se résume en quelques articles, voire même en 1 ou 2 articles, ce qui peut-être renverrait à un décret d'application, mais aurait le mérite d'obliger la représentation nationale à se positionner en responsabilité face au devoir que nous avons de protéger et donc d'appliquer le principe de précaution par un texte législatif du coup qui protège et qui soit extrêmement simple dans ses dispositifs. Et là, les échanges avec vous m'intéresseraient aussi pour qu'on sécurise la rédaction pour embrasser de manière claire les PFAS auxquels nous faisons référence, même si on les prend en famille et pas molécule par molécule.